La tasse m'a glissé des doigts, se brisant en 1000 morceaux sur le carrelage. La voix de mon père m'a frappé comme un coup de fouet. « Que as-tu fait, Audrey ?» C'était une exigence, pas une question. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, ses larges épaules rigides sous sa chemise repassée, ses yeux se plissant comme s'il se préparait au pire. Je me suis redressée, une main posée légèrement contre la courbe qui se devinait à peine sous mon pull. Je suis enceinte. Ma voix n'a pas tremblé. Pas cette fois. Le silence qui a suivi était assez lourd pour aspirer tout l'air de la pièce. Ma mère, Hélène, s'est figée à mi-chemin dans les escaliers. Ses lèvres formaient une ligne pâle, ses yeux étaient froids, pas inquiets. Elle ne s'est pas rapprochée. Elle n'a rien demandé. Le visage de Bernard s'est assombri. C'est qui ? Un marginal que tu as rencontré sur un parking ? Tu as gâché ta vie. Il a fait un pas en avant, la mâchoire si serrée que j'ai cru que quelque chose allait se briser. J'ai gardé une voix égale. Son nom n'a aucune importance. J'aime mon enfant et je vais le garder. Son rire était amer, cinglant. On t'a tout donné, une maison, un avenir, de quoi financer tes études, et tu jettes tout ça en l'air pour ça. Je n'ai rien jeté du tout. J'ai dit, tu es juste en colère. Tu ne peux plus me contrôler. C'en était trop. Sa voix s'est élevée, remplissant la cuisine. Sors d'ici. Fais tes valises. Tu veux jouer à l'adulte, alors vis comme une adulte. J'ai jeté un regard à ma mère pendant une demi-seconde. J'ai cru qu'elle pourrait dire quelque chose pour me défendre. Au lieu de ça, elle a secoué la tête lentement, comme si elle regardait quelqu'un commettre une erreur irréparable. Ils n'ont pas demandé si j'étais en sécurité. Ils n'ont pas demandé si j'avais un plan. Ils n'ont pas demandé si j'étais prête. Je suis montée à l'étage, chaque pas rassurée. Ma chambre était telle que je l'avais laissée ce matin-là, des posters au mur, des livres empilés en désordre sur le bureau. J'ai sorti mon sac de voyage du placard, y fourrant des vêtements sans les plier. Personne ne savait que j'avais signé le bail d'un petit studio à l'autre bout de la ville. Personne ne savait que je travaillais à temps partiel depuis des mois. Et personne ne connaissait la vérité sur le père du bébé, quelque chose qu'ils ne croiraient pas même si je leur disais. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'air frais m'a caressé le visage. Je ne me suis pas retournée. Mes doigts se sont resserrés sur la sangle du sac. Son poids n'était rien comparé à ce que je portais en moi. J'avais déjà un endroit où aller. La porte de mon nouvel appartement s'est refermée avec un bruit sourd et creux. Le son a résonné dans l'espace vide. L'air à l'intérieur était plus froid qu'à l'extérieur, s'infiltrant par une fenêtre fissurée qui sifflait à chaque coup de vent. J'ai laissé tomber mon sac dans un coin et je me suis assise sur le sol nu, les genoux repliés, mon souffle visible dans la faible lumière de l'unique ampoule au plafond. De mon sac, j'ai sorti la boîte de soupe que j'avais achetée plus tôt et je l'ai ouverte avec le petit ouvre-boîte de camping que je gardais sur mon porte-clés. Pas encore de cuisinière, pas de micro-ondes, juste une cuillère et la détermination de manger quelque chose. Le goût métallique de la soupe était âpre dans ma bouche, mais j'ai continué jusqu'à ce que la boîte soit vide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un appel, pas un SMS. La dernière fois que j'avais eu de leurs nouvelles, c'était dans cette cuisine. Je ne m'attendais pas à des excuses, mais une partie de moi avait pensé que quelqu'un pourrait prendre de mes nouvelles. Cette partie de moi avait tort. 2 mois plus tôt, j'avais signé le bail de cet endroit dans l'arrière-boutique d'une agence de location à l'allure défraîchie, le gérant levant à peine les yeux alors que je faisais glisser la caution sur le bureau. J'avais souri à ce moment-là, sachant que c'était à moi. À peu près à la même période, j'avais trouvé un emploi dans un petit cabinet médical en périphérie de la ville. Les horaires étaient matinaux, le salaire modeste, mais c'était stable et à moi tant que je me présentais. Assise là maintenant, j'ai pressé ma main contre mon ventre, ne sentant encore rien, mais sachant que tout était différent. Je ne construisais plus seulement une vie pour moi. Je construisais une vie pour l'enfant qui ne se sentirait jamais, pas une seule seconde, indésirable. Le froid est devenu plus mordant au fil de la nuit, mais je me suis allongée sur le matelas d'occasion que j'avais récupéré cet après-midi-là, enroulé dans mon manteau. J'ai fixé le plafond fissuré jusqu'à ce que mes yeux s'alourdissent, m'accrochant à la seule vérité qui me tenait chaud,
demain, je commencerai. Le cabinet médical était installé dans une maison en briques reconvertie, juste à côté de la route principale, le genre d'endroit que l'on pouvait manquer si on ne le cherchait pas. Le premier matin, je me tenais derrière le comptoir de la réception, les mains cachées sous le meuble, m'attendant à moitié à ce que le docteur Fournier m'examine et décide que je n'en valais pas la peine. Au lieu de cela, il m'a tendu une pile de formulaires d'admission et m'a dit « Vous vous en sortirez. Le café est dans la salle de pause. » Il n'a pas tiqué en voyant mon âge. Il n'a pas commenté la façon dont je posais parfois ma main sur mon ventre qui s'arrondissait. Il n'a pas posé de questions sur le père. Il m'a traité comme si j'avais ma place ici. Le travail était régulier, prendre les rendez-vous des patients, répondre aux appels, gérer la salle d'attente, et je me suis surprise à rester quelques minutes de plus chaque jour juste pour organiser le classeur ou nettoyer le comptoir. Le soir, de retour dans mon appartement, j'ouvrais mon ordinateur portable et je parcourais des cours en ligne gratuits de comptabilité, de gestion de budget et de droit des affaires. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais que je ne resterais pas éternellement derrière un comptoir de réception. Personne au cabinet ne connaissait la vérité sur le père de Léo. Il n'était pas dangereux et il n'était pas une erreur. C'était un interne en première année de médecine que j'avais rencontré lors de son court stage au cabinet. Nous avions partagé quelques semaines qui ressemblaient à quelque chose de plus. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, la réaction de sa famille a été rapide et glaciale. Ils avaient l'argent, la réputation et un avenir tout tracé pour lui qui ne m'incluait pas. Il m'a offert de l'argent. J'ai refusé. Je ne voulais pas que Léo grandisse en pensant qu'il était le fruit d'une transaction. Je voulais qu'il soit entièrement à moi, sans condition. Parfois, en passant devant les diplômes encadrés sur le mur du bureau du docteur Fournier, je pensais à l'homme que j'avais connu et je me demandais si nos chemins se croiseraient à nouveau. Ce n'était ni un souhait ni une crainte, juste une question que je ne parvenais pas à faire taire. Pour l'instant, je restais concentré sur le présent, répondant au téléphone, acquérant des compétences et construisant quelque chose d'assez solide pour nous porter tous les deux. Au moment où l'hiver s'est installé, mes journées se confondaient. Je travaillais au cabinet de l'aube jusqu'en fin d'après-midi, puis je prenais le bus pour traverser la ville jusqu'à un emploi dans un centre d'appel qui s'étirait jusque tard dans la nuit. Ces heures payaient le loyer, les courses et les vitamines prénatales. Mais elles me rongeaient aussi d'une manière que je ne voulais pas admettre. Enceinte de 7 mois, je sentais mon corps tirer. Mes chevilles gonflaient dès midi. Mon dos me faisait constamment souffrir et mon ventre semblait tirer sur chaque muscle qui me restait. Pourtant, je continuais. Je devais le faire. Un soir, le vent froid était plus coupant que d'habitude alors que j'attendais à l'arrêt de bus après mon service. Mes jambes tremblaient, et mes mains aussi alors que je luttais avec les boutons de mon manteau. Une vague de vertige m'a frappé, et avant que je puisse me stabiliser, le monde a basculé. Je me suis retrouvé sur le banc glacé, serrant mon ventre et forçant ma respiration à ralentir. Une voix familière a percé le brouillard. Audrey. J'ai levé les yeux pour voir le docteur Fournier à quelques mètres, son manteau à moitié boutonné, le front plissé. Sans un mot, il m'a aidé à me relever, m'a guidé jusqu'à sa voiture et m'a ramené au cabinet. La salle d'attente était sombre, mais il a déverrouillé la porte, allumé une lampe et m'a conduite jusqu'à une chaise. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Non, ai-je admis, mais ça ira. » Il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il est entré dans son bureau, en est revenu avec une enveloppe scellée et l'a placée dans mes mains. « Donnez ça à ma sœur, a-t-il dit. Elle s'appelle Evelyne Fournier. Elle dirige le service financier au siège de MedSanté. » J'ai fixé l'enveloppe, confuse. Pourquoi ? Ses yeux se sont adoucis. Parce que vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu un jour, et je ne referai pas 2 fois la même erreur. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Le papier semblait plus lourd qu'il ne l'était, le seau intact mais plein de promesses. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, mes doigts se refermant dessus comme si elle pouvait disparaître si je la lâchais. Je ne savais pas encore si c'était une bouée de sauvetage ou une épreuve, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser fermer éternellement. 2 mois après cette nuit à l'arrêt de bus, le monde s'est réduit au son de mon propre rythme cardiaque et au bourdonnement stérile de la chambre d'hôpital. Les heures se sont fondues les unes dans les autres.
Mais quand ils l'ont placé dans mes bras, tout est devenu d'une clarté aiguë et douloureuse. Léo. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé, avec des poings serrés comme s'il s'accrochait à quelque chose d'invisible, et des yeux qui s'ouvraient lentement, cherchant un visage qu'il ne connaissait pas encore mais auquel il faisait déjà confiance. J'ai tracé son visage du doigt et j'ai ressenti une vague de quelque chose de si féroce que c'en était presque douloureux. Je pensais avoir connu l'amour avant, mais c'était différent. Une encre et un feu tout à la fois. À cet instant, j'ai fait une promesse. Il ne se demanderait jamais s'il était désiré. Il ne douterait jamais de sa place dans ma vie. Peu importe les difficultés, je ferai en sorte que le monde lui semble sûr. Les semaines après sa naissance ont été un brouillard de nuits blanches et de détermination tranquille. Evelyne Fournier m'a appelé 2 jours après notre retour de l'hôpital. Sa voix était vive mais pas méchante. Mon frère dit que vous êtes fiable, a-t-elle dit. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la saisie de données et les rapports financiers. C'est en télétravail, avec des horaires flexibles. Vous serez payé par projet. Ce n'était pas glamour, mais c'était une porte qui s'ouvrait. J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini d'expliquer le salaire. Mes journées sont devenues une rotation, nourrir Léo, le bercer pour l'endormir, taper des rapports sur la table de la cuisine, puis le reprendre quand il s'agitait. Le cliquetis du clavier mêlé à sa respiration douce est devenu la bande-son de ma vie. Je travaillais d'une main tout en le berçant de l'autre, l'écran brillant dans la pénombre de notre appartement. Il y avait des moments où l'épuisement me tirait vers le bas comme une marée. Où je fixais l'horloge à 3 heures du matin en me demandant combien d'heures je pourrais encore tenir. Mais alors Léo faisait un petit bruit dans son sommeil, sa petite main se tendant comme pour s'assurer que j'étais toujours là. Et je me rappelais exactement pourquoi je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque rapport que je renvoyais à Evelyne était propre, à temps et vérifié 2 fois. Je ne demandais pas d'éloge. Je demandais plus de travail. Lentement, les projets sont devenus plus fréquents, et avec eux, le très léger sentiment que je construisais quelque chose au-delà de la simple survie. Chaque nuit se terminait de la même manière, Léo endormi dans son berceau, mon ordinateur portable ouvert, et moi refusant de le fermer jusqu'à ce que le dernier rapport soit envoyé. Je n'avais pas grand-chose pour l'instant, mais je l'avais lui, et j'avançais. 2 ans plus tard, mes journées avaient un rythme, les matinées avec Léo autour d'un porridge et de tranches d'orange, les après-midi à jongler avec les tableurs et les notes de frais, les nuits passées à suivre des cours de certification en ligne pendant qu'il dormait. J'avançais, pas à pas, de manière délibérée. Puis l'email est arrivé. Révision budgétaire et changement de personnel chez MedSanté. Je l'ai lu 2 fois, l'estomac noué. Il y aurait des coupes dans tous les départements, les contractuels en télétravail étant parmi les premiers à être évalués. Le moment ne pouvait être plus mal choisi. Je venais de m'inscrire à un cours de comptabilité avancée. Les frais de scolarité avaient été payés avec mes économies. Perdre ce travail signifierait tout recommencer, et je n'avais pas le luxe du temps. La pression s'est accentuée lorsque j'ai entendu une collègue plus expérimentée, Margot, lors d'un appel. Elle est douée, c'est sûr, mais c'est une mère célibataire qui travaille de chez elle. Nous avons besoin de gens qui peuvent s'engager pleinement. Ces mots m'ont brûlé, mais je les ai ravalés. S'ils pensaient que ma vie était une limite, je m'assurerais qu'elle devienne la preuve du contraire. Lorsqu'un important compte d'entreprise a commencé à montrer des incohérences, je me suis portée volontaire pour l'examiner, même si cela ne m'était pas assigné. J'ai travaillé après mes heures pendant 3 semaines d'affilée, bénévolement, épluchant des milliers de lignes de compte pendant que Léo s'asseyait à côté de moi avec des livres de coloriage. Plus j'avançais, plus je réalisais que les écarts étaient assez importants pour mettre en péril l'ensemble du contrat. J'ai organisé mes conclusions dans un rapport détaillé, avec des solutions, et je l'ai envoyé directement à Evelyne. Elle a appelé le lendemain matin. « Vous venez de nous sauver un contrat à 7 chiffres, a-t-elle dit. Il y a eu une pause. Puis, plus doucement, ne vous inquiétez pas pour votre poste, Audrey. Vous avez gagné votre place ici. À partir de ce jour, les choses ont changé. Evelyne a commencé à me mettre en copie des communications de plus haut niveau, me demandant mon avis sur des processus dépassant mon rôle. Le message non dit était clair, elle me faisait confiance.
Je savais que cela ne garantissait pas une sécurité éternelle. Les emplois pouvaient toujours disparaître, les budgets pouvaient toujours changer. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas seulement m'accrocher à un barreau de l'échelle, mais de la gravir. La maison de ville n'était pas grande, mais elle était à nous. Une petite cour avant avec une bande de pelouse pour que Léo puisse jouer. Un parquet propre à l'intérieur et une porte dont personne ne pouvait me mettre à la porte. La première chose que j'ai déballée a été une photo encadrée de son premier anniversaire, du gâteau étalé sur ses joues, son sourire large et sans défense. Je l'ai posée sur une petite table près de l'entrée pour que ce soit la première chose que nous voyions en rentrant à la maison. Ma garde-robe a changé lentement. J'ai écumé les friperies pour trouver des blazers ajustés, des chemisiers simples et des chaussures à talons bas qui me donnaient l'air d'avoir ma place dans les réunions auxquelles Evelyne m'invitait parfois. En entrant dans l'épicerie ou à la banque, j'ai remarqué la différence dans la façon dont les gens s'adressaient à moi, moins comme une jeune fille qui se cherche, plus comme une femme qui a un but. Mes parents restaient silencieux. Pas d'appel, pas de lettres. Mais j'entendais encore parler d'eux au hasard, dans les vœux de fin d'année de ma tante ou par des connaissances communes qui ne réalisaient pas qu'elles parlaient à la fille qu'ils avaient effacée de leur vie. Bernard avait rejoint le conseil d'administration d'une œuvre de charité locale. Hélène organisait des dîners de fête, plaçant les invités à une table décorée de centres de table coûteux. Ils souriaient sur les photos, fiers de leur famille parfaite. Un soir, après avoir couché Léo, je me suis assise à la table de la cuisine avec cette photo d'anniversaire entre les mains. Un instant, j'ai envisagé de la glisser dans une enveloppe sans adresse de retour, pour leur laisser voir le visage du garçon qu'ils n'avaient jamais rencontré. J'ai imaginé leur réaction, la curiosité, peut-être même le regret. Mais cette pensée a vite tourné à l'aigre. Il n'avait pas mérité cette part de lui. Son histoire, notre histoire, nous appartenait, jusqu'à ce que j'en décide autrement. J'ai replacé le cadre sur la table près de la porte, exactement là où il était, et j'ai éteint la lumière. J'avais 26 ans quand Evelyne m'a demandé d'entrer dans une salle de conférence où je n'étais jamais allée auparavant, des murs de verre, des fauteuils en cuir et une vue sur la ville qui m'a fait me tenir un peu plus droite. 2 cadres supérieurs étaient assis au bout de la table, des dossiers devant eux. Evelyne en a fait glisser un vers moi. « Nous nous restructurons », a-t-elle dit. « Vous êtes restée assez longtemps dans l'ombre. » Directrice des opérations, salaire de départ, 120 000 €, avantage complet. Pendant un instant, je n'ai pu que fixer la lettre d'offre. Des années de travail de nuit, d'appartements froids et de salaires soigneusement étirés m'ont submergé, menaçant de me faire perdre mon sang-froid. Evelyne a souri comme si elle connaissait chaque bataille que j'avais menée pour en arriver là. « Ne dites pas non », a-t-elle ajouté doucement. « Vous avez mérité chaque centime. » J'ai signé avant de pouvoir penser à des raisons de ne pas le faire. L'été suivant, Léo et moi avions emménagé dans une maison de 3 chambres dans le quartier historique, une maison en briques peintes en blanc avec de hautes fenêtres, de hauts plafonds et un jardin caché derrière un portail en fer forgé. Je l'ai payé comptant. Sans hypothèque, sans dette, personne d'autre que moi ne détenait les clés. Je n'ai pas posté de photos. Je n'ai pas annoncé de promotion ou de grandes étapes en ligne. Ma vie n'était pas destinée à la validation publique. Elle était pour le garçon qui rentrait de l'école chaque jour, accrochait son sac à dos soigneusement à son crochet et me demandait comment s'étaient passées mes réunions. Léo avait maintenant 10 ans, poli, intelligent et stable d'une manière qui me disait que le chaos de ses premières années ne l'avait pas touché. Nous avons trouvé un nouveau rythme dans cette maison, le petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, les soirées dans le jardin, les nuits tranquilles où il lisait pendant que je révisais des contrats à la table de la salle à manger. C'était le genre de stabilité que j'avais autrefois imaginé dans ses moindres détails impossibles. Sauf que maintenant, c'était réel. Et silencieux. Je ne disais rien à ceux qui n'avaient pas gagné le droit de savoir. Elle est arrivée un mardi ordinaire, glissée entre une facture d'électricité et un catalogue que je n'avais pas demandé. L'enveloppe était de couleur crème, mon nom écrit d'une main que j'ai reconnue instantanément. L'écriture de ma mère, légèrement inclinée, l'encre appuyant trop fort sur le papier. Je suis restée dans la cuisine un long moment avant de l'ouvrir. « Audrey, ta cousine nous a dit que tu habitais près d'ici. Nous ne savions pas comment te joindre. Nous aimerions te voir et rencontrer ton fils. S'il te plaît,
si tu es d'accord pour parler. Aucune mention des années passées. Aucune reconnaissance du jour où il m'avait dit de faire mes valises et de partir. Juste une demande, simple, comme si le passé n'avait été qu'un malentendu. Je l'ai relu 3 fois, essayant de deviner la raison. Le regret, la culpabilité, ou juste la curiosité maintenant que le garçon qu'il n'avait jamais rencontré avait 13 ans. J'ai posé la lettre, ma main stable. J'aurais pu la jeter. J'aurais pu répondre en disant que rien n'avait changé. Au lieu de cela, j'ai décidé de les inviter. Sans explication, sans indice sur l'endroit où je vivais ou ce que j'avais construit. S'ils voulaient me voir, ils devraient franchir le seuil de la vie qu'ils avaient prédit que je n'aurais jamais. J'ai appelé le numéro indiqué en bas de la lettre, ma voix polie mais distante. Samedi, 14h, ai-je dit. Je t'enverrai l'adresse. En raccrochant, j'ai regardé la photo encadrée de Léo sur la cheminée. Il souriait. Un garçon qui avait grandi en connaissant un amour inconditionnel. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Ils sont arrivés avec 10 minutes d'avance, leur voiture glissant dans l'allée comme s'ils entraient dans un club privé. Mon père est sorti le premier, dans un blazer marine. Ma mère, dans une robe cintrée, tous deux scrutant le jardin et l'allée en briques avec un mélange de curiosité et de calcul. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Pendant un instant, personne n'a parlé. Leurs yeux ont balayé les hauts plafonds, le parquet poli, les photographies encadrées. J'ai vu la confusion. Comment la jeune fille qu'ils avaient chassée était-elle devenue la femme qui se tenait là? Léo est descendu, aussi calme que d'habitude, portant le pull marine que j'avais préparé pour lui. Bonjour, a-t-il dit, leur serrant la main avant de prendre 2 photos sur le buffet. L'une le montrait à côté d'un grand homme en blouse blanche. C'est mon père. Il est chirurgien cardiovasculaire à Boston. La seconde me montrait derrière un podium avec le logo de MedSanté. Et maman est la directrice des opérations. C'est elle qui dirige tout. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous pensions te protéger, a-t-il dit. Tu n'étais qu'une enfant. J'ai soutenu son regard. Vous n'avez jamais demandé si j'étais en sécurité. La voix de ma mère a vacillé. Je suis désolée pour tout. Je vous ai pardonné il y a longtemps, ai-je dit d'un ton égal. Mais ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière. Vous pouvez choisir de faire partie de la vie de Léo ou de continuer à prétendre que le passé n'a pas eu lieu. Ils ont hoché la tête, mais je voyais bien qu'ils n'étaient prêts pour aucun des 2 choix. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte et je l'ai refermée doucement derrière eux.